Elle m'en a parlé une fois, environ 3 ans avant de tomber malade, elle avait trouvé un endroit, là-haut, près de Tobermory, où elle disait pouvoir respirer pour de vrai. À l'époque, je n'y avais pas prêté grande attention. Margaret parlait souvent de fuir la ville, de s'éloigner du bruit, de tout ça. Après 41 ans de mariage, je connaissais ses habitudes. Elle lançait ce genre de phrases comme d'autres parlent de gagner au loto, une idée agréable, pas un projet. J'avais tort. Et, au final, j'avais tort sur beaucoup de choses. Je suis debout dans ma propre cuisine, une tasse de café froid entre les mains, à écouter mon fils parler de superficie. Il a son téléphone sorti, il montre quelque chose à sa femme, et aucun des deux ne me regarde. Les funérailles ont eu lieu il y a 4 jours. 4 jours. Ma femme de 41 ans. 4 jours. Rien que le garage détaché, ça ajoute une vraie valeur, dit mon fils Derek à sa femme, Pamela. Et le terrain est plus grand que la moyenne dans ce quartier. Si on met en vente au printemps, on peut viser de très bons chiffres. Je repose la tasse. Derek. Il lève enfin la tête, sans vraiment accrocher mon regard. Papa, on a déjà parlé de tout ça. Cette maison est trop grande pour une seule personne. C'est beaucoup d'entretien. J'entretiens cette maison depuis 27 ans, moi. Oui, mais tu l'entretenais avec maman. Il a dit ça comme si la discussion était close. Comme si l'absence de Margaret lui avait automatiquement transféré une autorité sur ma vie. Pamela, elle, traversait déjà le couloir vers le salon. Ses talons claquaient sur le parquet que Margaret avait poncé et reverni elle-même, 12 ans plus tôt. Elle tenait un carnet et notait des choses. Je n'ai plus rien dit ce soir-là. Je les ai laissés finir leur café, je les ai raccompagnés à la porte, et je suis resté sur le perron, dans le froid de novembre, longtemps après que leur voiture ait disparu au bout de la rue. L'érable du jardin avait déjà perdu toutes ses feuilles. La rue était silencieuse. Margaret avait planté cet érable 23 ans plus tôt, quand ce n'était qu'un petit bâton fragile. Je me moquais d'elle en disant qu'on ne vivrait jamais assez longtemps pour le voir toucher les gouttières. Il les dépassait depuis longtemps. Je suis rentré, j'ai lavé les tasses, et je suis allé me coucher. Elle s'appelait Margaret Ann Kowalski. Elle avait 63 ans quand elle est morte. Et c'était la personne la plus discrètement compétente que j'ai jamais connue. On s'est rencontrés en 1982, à un dîner chez des amis à Kitchener. Moi, je travaillais comme superviseur de chantier dans une entreprise de construction. Elle enseignait en 4e année dans une école publique du coin. Elle avait les cheveux foncés, et une manière d'écouter qui te donnait l'impression que tes mots comptaient vraiment. Je lui ai demandé de danser, même s'il n'y avait pas vraiment de danse prévue. Elle a dit oui quand même. On a tout construit ensemble. La maison à Oakville, les économies, la vie. Derek est né en 1986. Et puis Owen, le fils de mon frère Frank, aujourd'hui décédé, est né en 1989. Après la mort de Frank, Owen a grandi en entrant et sortant de chez nous. Margaret a traité Owen comme si c'était son propre enfant. Elle lui préparait son déjeuner quand sa mère travaillait de nuit. Elle l'emmenait à l'entraînement de hockey. Elle est même venue à sa remise de diplôme à l'université, alors qu'elle était déjà fatiguée d'une façon qu'elle refusait encore d'admettre. Derek, notre fils à nous, a déménagé à Calgary en 2014 avec Pamela. Ils revenaient pour les fêtes, appelaient aux anniversaires, et je sais qu'ils aimaient leur mère comme on aime parfois de loin, sincèrement, mais à distance. Quand Margaret a reçu son diagnostic en 2021, ils ont commencé à appeler davantage. Quand elle a décliné plus vite que prévu, ils ont commencé à venir plus souvent. Et après son décès, ils sont restés. C'est là que tout a commencé à se tordre. La semaine suivant l'enterrement, Pamela m'a demandé si j'avais consulté un conseiller financier récemment. J'ai dit que je n'en voyais pas l'utilité. Elle a hoché la tête lentement, comme on acquiesce devant quelqu'un qui vient de dire quelque chose d'inquiétant. Cette même semaine, Derek m'a demandé si j'avais envisagé de simplifier. Son mot à lui, simplifier mes arrangements. J'avais 67 ans, à la retraite depuis 4 ans dans la gestion de chantier, en parfaite santé, vivant dans une maison de 4 chambres entièrement payée à Oakville. Je ne voyais pas ce qu'il y avait à simplifier. J'ai compris très vite. 10 jours après les funérailles, Derek m'a assis et m'a expliqué, graphique à l'appui sur son téléphone, que la maison était un actif sous-performant. Il m'a dit que, pour un homme de mon âge, vivre seul et entretenir une propriété de cette taille, c'était une responsabilité.
Il m'a parlé de résidences magnifiques. De communautés pour seniors actifs où je trouverais tout au même endroit, avec des gens de mon âge. Il en a mentionné une, Lakeview Piney. Il l'avait déjà étudiée, visiblement, parce qu'il m'a montré des photos du hall d'entrée. J'ai regardé les photos. Puis j'ai regardé mon fils. Je ne déménage pas dans une résidence. Papa, ce n'est pas. Derek, j'ai 67 ans. Je viens de perdre ta mère. Je ne bouge pas d'ici. Il a lâché l'affaire, pendant environ une semaine. Un jeudi, Pamela est passée seule, pendant que Derek était à une réunion. Elle a apporté un gratin et je l'ai apprécié et puis elle m'a demandé si elle pouvait regarder la salle de bain à l'étage, parce qu'elle avait remarqué que le joint du carrelage semblait s'abîmer. Bien sûr, vas-y. Sur le moment, ça m'a semblé normal. Mais plus tard, Owen, qui a le don d'être là sans qu'on le remarque, une qualité très utile, m'a raconté que Pamela avait pris des photos. Pas seulement de la salle de bain, du dressing de la chambre principale, de la pièce de la chaudière, du jardin. Owen l'avait vue sur la terrasse arrière, téléphone levé, tournant lentement sur elle-même, comme si elle faisait une visite virtuelle. Quand je l'ai confrontée, elle a dit qu'elle essayait juste de m'aider à comprendre ce à quoi l'entretien repoussé pouvait ressembler aux yeux d'un futur acheteur. Elle a prononcé le futur acheteur si naturellement que j'ai compris que ce mot faisait partie de son vocabulaire depuis un moment. Alors j'ai commencé à observer. Margaret et moi avions un compte commun. Pendant 41 ans, c'était logique. Mais maintenant, c'était une faille. Le nom de Derek figurait aussi sur ce compte, en tant que titulaire secondaire. On l'avait ajouté il y a des années, après la première grosse alerte santé de Margaret, quand les médecins craignaient un problème cardiaque. On voulait que Derek puisse gérer les factures si jamais il arrivait quelque chose. Quelque chose est arrivé, mais pas comme on l'imaginait. Et pas à ce moment-là. L'accès, lui, est resté. J'ai remarqué le premier virement en décembre, $3000 transférés du compte commun vers un compte que je ne reconnaissais pas. J'ai appelé la banque. La transaction avait été validée depuis une adresse IP à Calgary, l'endroit où vivait Derek. Je suis resté immobile, à la table de la cuisine, très longtemps. J'ai appelé Owen. 29 ans. Parajuriste à Hamilton. Un jeune homme stable, solide, le genre qui aurait rendu Frank fier. Je lui ai dit ce que j'avais découvert. Owen s'est tu, comme il le fait quand il réfléchit vraiment. Puis il a demandé. Tu veux attendre combien de temps avant d'agir? Assez longtemps pour savoir jusqu'où ça va, ai-je répondu. Pendant les 6 semaines suivantes, j'ai tout suivi avec précision. Petite somme, à des moments irréguliers, toujours prélevée sur le compte commun. Mi-janvier, on en était à $67 000. C'était méthodique. Ça voulait dire qu'il avait réfléchi. Qu'il ne craquait pas au hasard. Et puis il y a eu une conversation que j'ai entendue par accident. Je ne me cachais pas. J'étais dans le couloir. Ils ne m'ont juste pas entendu rentrer. Pamela était au téléphone. Je l'ai entendu dire que dès que la maison serait mise en vente, le calendrier ferait le reste. Elle n'a pas précisé, le calendrier de quoi. Le mardi suivant, j'ai appelé mon avocate. Barbara Finch. Je travaille avec elle depuis 2003. Ce n'est pas une femme chaleureuse, mais elle est d'une rigueur presque effrayante. Je lui ai tout raconté. Elle m'a écouté sans m'interrompre, c'est une des choses que j'apprécie chez elle. Puis elle a dit. Harold, je pense qu'il est temps que tu me parles du bien immobilier que ta femme a enregistré à son nom en 2019. Je suis resté silencieux une seconde. Margaret t'a parlé de ça? Margaret a mis à jour son plan successoral avec moi en mars dernier, a répondu Barbara. Elle était très claire sur ce qu'elle voulait. J'ai supposé que tu connaissais les détails. Je les connaissais, et je ne les connaissais pas. Margaret m'avait bien mentionné ce bien. L'endroit près de Tobermory, sur la péninsule Bruce, qu'elle avait trouvé seule, avec l'argent d'un petit héritage reçu après le décès de sa tante en 2018. Elle en parlait comme elle parlait de beaucoup de choses qu'elle faisait, tranquillement, efficacement, pendant que moi je regardais ailleurs. J'ai trouvé quelque chose, elle avait dit. Quelque chose pour plus tard. Je n'avais pas posé assez de questions. Pour moi, plus tard voulait dire un jour, vaguement. Je n'avais pas compris, qu'elle parlait précisément de maintenant. Ce bien, c'était une maison en rondin de cèdre, 3 chambres, sur 4 acres de forêt, à 8 minutes du port de Tobermory.
Un poêle à bois, un puits, une véranda moustiquaire orientée vers le nord, face à la baie géorgienne. Margaret l'avait acheté comptant en septembre 2019 pour 340 000 $, une partie de l'héritage, et des économies qu'elle avait accumulées discrètement sur un compte dont je ne connaissais pas tous les détails. Elle l'avait enregistré uniquement à son nom. Et dans sa succession, elle me l'avait laissé uniquement à moi. Derek n'était même pas mentionné. Barbara avait tout verrouillé avec Margaret. Le testament était béton. Et les bénéficiaires de l'assurance vie importante, parce que j'avais insisté quand on était jeune, et qu'elle avait accepté de la maintenir avaient été mis à jour en mars dernier, moi en bénéficiaire principal, Owen en secondaire. Derek n'y figurait pas. Margaret savait quelque chose. Pas forcément tout. Pas forcément l'ampleur. Mais elle voyait la direction que prenaient les choses. Elle connaissait assez bien son fils, pour organiser sa vie autour de ça. Je suis resté longtemps avec cette vérité. Et parfois, j'y repense encore. C'est l'un des plus grands actes d'amour que j'ai jamais reçus, et je n'avais même pas compris que ça se préparait. Je n'ai rien dit à Derek. À la place, un mercredi de janvier, pendant que Derek et Pamela déjeunaient avec des amis à Mississauga, j'ai appelé un serrurier. J'ai fait changer toutes les serrures, porte d'entrée, porte arrière, entrée latérale vers le garage. Puis j'ai appelé la banque. Avec l'aide de Barbara, j'ai retiré officiellement l'accès de Derek au compte commun. Le reste de l'argent à moins une réserve pour mes dépenses courantes a été transféré sur un compte à mon nom uniquement. Et ensuite, j'ai commencé à faire mes cartons. Pas d'un coup. J'ai procédé avec méthode. D'abord, ce qui comptait le plus, les photos de Margaret, ses livres, la boîte en cèdre posée sur sa commode, remplie des lettres qu'on s'écrivait avant que les emails ne rendent les lettres inutiles. Ça, c'est parti en premier. Ensuite, mes outils, mes dossiers, les choses pratiques. J'ai contacté une entreprise de déménagement sur la recommandation d'Owen, une petite compagnie, fiable, discrète. Pendant 3 week-ends, tandis que Derek et Pamela croyaient que je réfléchissais, j'ai déplacé la plus grande partie de ma vie, 4 heures plus au nord. La maison près de Tobermory était vide quand je l'ai vue, évidemment. Mais Margaret avait laissé un mot, glissé dans le cadre de la fenêtre de la cuisine comme si elle avait prévu que je puisse arriver seul. Ce mot faisait 3 phrases. Je ne les écrirai pas ici. Elles sont à moi. Mais je peux te dire ceci, après l'avoir lu, je suis resté 2 heures sur la véranda, à regarder le ciel gris de février au-dessus de la ligne des arbres, et, pour la première fois depuis 3 mois, j'ai compris que j'allais m'en sortir. Fin janvier, Derek a appelé pour me dire qu'il avait parlé à un agent immobilier et qu'il pensait qu'avril serait la période idéale pour mettre la maison en vente. Il l'a dit comme on annonce un plan déjà décidé, pas une question, pas une discussion. Un compte rendu. À avril, ai-je répété. Le marché du printemps est fort, ici. On peut viser de beaux montants. Derek, c'est qui, l'agent? Silence. La cousine de Pamela. Elle a de très bons résultats dans le West End. Je vois. Et à quel moment tu comptais me dire que ma maison était à vendre? Papa. Il avait une façon de dire papa avec une fatigue impatiente, comme si c'était moi, l'irraisonnable. On en a déjà parlé. Tu ne peux pas rester dans cette maison indéfiniment. Ce n'est pas pratique. Tu as raison, ai-je répondu. Sauf que je ne suis plus dans cette maison. Silence, plus long cette fois. Comment ça? J'ai déménagé il y a 3 semaines. Je suis à Tobermory depuis la 2e semaine de janvier. Tobermory? Quoi? Pourquoi tu es allé là-bas? Tu loges où? Chez moi, ai-je dit. Dans la maison de ta mère. Celle qu'elle m'a laissée. Et que tu n'allais jamais hériter. Le silence qui a suivi n'avait plus la même texture. J'entendais sa respiration. De quoi tu parles? A-t-il lâché? Et ce n'était presque pas une question. Margaret a acheté une propriété sur la péninsule Bruce en 2019. Elle me l'a léguée, dans son testament rédigé avec Barbara Finch. La même Barbara Finch qui est mon avocate depuis plus de 20 ans, et qui possède tous les documents nécessaires pour que tu comprennes que tu n'as aucune légitimité dans cette histoire. Tu me dis que maman a acheté une maison, et qu'elle ne nous a rien dit? Elle m'en a parlé, ai-je répondu, ce qui était presque totalement vrai. Elle ne te l'a pas dit parce que ce n'était pas à toi. Papa, c'est... Il s'est arrêté, a repris.
Il manque 67 000 $ du compte commun. J'ai laissé cette phrase flotter. Ah oui? Papa. Derek, j'ai les relevés, les journaux de transaction, les adresses IP, et une avocate qui a déjà rédigé un courrier officiel sur des transferts non autorisés depuis un compte commun après le décès de la titulaire principale. Et j'ai aussi, si on en arrive là, la voix de Pamela sur un appel, enregistré sur mon propre perron, en train de parler du calendrier et d'une vente d'une maison sur laquelle elle n'avait aucune autorité. Il n'a rien dit. Je n'ai pas envie d'utiliser tout ça, ai-je ajouté. Et je le pensais. Je veux que tu comprennes une chose, je sais tout. Et je veux que tu comprennes ce que ta mère avait compris sur toi. À partir de là, tu vas devoir choisir quel genre d'homme tu veux être. Mais tu dois aussi comprendre ceci, la maison d'Oakville se vendra selon mon calendrier. L'argent me revient. Ce que ta mère a laissé derrière elle, me revient. Et si je décide de te donner quoi que ce soit un jour, ce sera un cadeau. Pas une dette. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai vérifié si l'appel n'avait pas coupé. Elle savait, a-t-il dit enfin. Sa voix était différente. Plus petite. Maman savait. Ta mère te connaissait, ai-je répondu. Et elle t'aimait quand même. Ça, c'était son affaire. Ce qui arrive maintenant, c'est la tienne. J'ai raccroché. Je suis allé mettre la bouilloire sur le feu. Owen est monté ce week-end-là. Il est arrivé un samedi après-midi, dans sa Civic cabossée, avec un sac de course, sans prévenir exactement comme lui. On a marché ensemble sur le terrain, dans la lumière froide de fin de journée, à travers les bouleaux blancs au fond de la propriété, jusqu'au ruisseau qui longe la borduraie. La neige était encore épaisse en février, et nos bottes craquaient la croûte à chaque pas. « Comment tu vas » a demandé Owen. « Mieux, ai-je répondu. Je vais mieux. Il a hoché la tête. On a marché un moment sans parler. Owen avait ce talent de Margaret, être à l'aise dans le silence. Je l'avais toujours aimé chez elle, et je ne m'attendais pas à être autant touché en le retrouvant chez lui. Elle a bien choisi, a-t-il dit en regardant la ligne des arbres. Elle avait du goût. J'ai acquiescé. On est rentré, j'ai préparé le dîner, et on s'est assis près du poêle à bois. On a parlé de Frank comme on ne l'avait pas fait vraiment depuis des années et puis de Margaret, puis de ce que je comptais faire au printemps avec le terrain. J'avais une voisine qui gère une petite entreprise d'excursion, location de kayak et randonnée guidée pour touristes. Elle avait laissé entendre que la superficie supplémentaire pourrait lui être utile. Il y aurait des discussions. Des choses à construire, à réparer, ou simplement à entretenir. J'avais passé ma carrière à superviser des chantiers. Je connaissais cette satisfaction, celle d'une chose qui tient debout dans le temps. Barbara s'est occupée de la vente de la maison d'Oakville au printemps. Elle s'est vendue en avril, comme Derek l'avait prédit, mais pas avec la cousine de Pamela. Les chiffres ont été ce qu'ils ont été, une maison payée à Oakville, après 41 ans, ça vaut quelque chose de sérieux. J'ai transféré 50 000 $ à Derek et 50 000 $ à Owen, à partir du produit de la vente. Owen m'a appelé, choqué. Je lui ai dit que c'était ce que Margaret aurait voulu. Et je le pensais. Il est resté silencieux une seconde, puis il a dit merci d'une voix qui m'a fait comprendre qu'il pleurait. Exactement le genre de réaction que Frank aurait eu, lui aussi. Derek m'a appelé après avoir reçu le transfert. Et je vais lui reconnaître ça, il n'a pas essayé de me remercier comme s'il avait mérité quoi que ce soit. Il s'est excusé. Il l'a dit comme s'il le pensait. Je sais que le deuil et la culpabilité se ressemblent au début, et que ce qu'ils deviennent dépend de la personne. Je lui ai dit que Tobermory était magnifique en juillet, s'il voulait venir un jour. Je lui ai dit que sa mère aurait aimé lui faire découvrir l'endroit. Et j'ai laissé le reste dans le silence. Pamela, je ne l'ai pas appelée. Je n'avais rien à lui dire. J'écris ces lignes sur la véranda moustiquaire, au milieu du mois d'août, avec un café qui est enfin chaud parce que j'ai appris qu'il fallait s'asseoir avant de le verser, pas après. La lumière de la baie géorgienne, le matin, a quelque chose que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Une histoire d'angle, d'eau, de boulot qui attrape l'éclat au bord du terrain. Margaret aurait voulu la peindre si elle avait eu plus de temps. Ces dernières années, elle avait pris des cours d'aquarelle. Je la taquinais gentiment, et elle était devenue vraiment bonne. J'ai accroché 4 de ces petites peintures dans le couloir. Je passe devant chaque matin. Owen remonte le week-end prochain avec une amie à lui,
une jeune femme de Hamilton qui travaille, apparemment, dans l'évaluation environnementale et qui s'intéresse à l'écosystème du ruisseau. Je lui ai dit qu'elle pouvait regarder tout ce qu'elle voulait. Plus il y a de gens qui marchent entre ces boulots et comprennent ce qu'il y a ici, mieux c'est. Il y a une réunion du conseil municipal en septembre à propos d'un projet de développement plus haut sur la péninsule. La voisine, l'organisatrice d'excursion, m'a demandé si je voulais venir prendre la parole. J'ai fait carrière dans la construction, je sais ce qu'on bâtit, et je sais aussi ce qu'on détruit en bâtissant. J'ai quelque chose à dire. Je crois que j'irai. Je parle encore à Margaret parfois. Pas à voix haute, la plupart du temps. Sauf parfois pendant les longues marches. Quand il n'y a personne, je lâche une phrase, un commentaire sur la lumière, sur des traces de chevreuil dans la boue, ou sur quelque chose que j'ai lu dans le journal et qui l'aurait fait rire. Je ne pense pas qu'elle m'entende. Je ne suis pas un homme de certitude sur l'après, et je me méfie de ceux qui en ont, dans un sens comme dans l'autre. Mais le fait de lui parler m'aide à mettre de l'ordre dans mes pensées. Et je crois que ça a toujours été une part de ce qu'elle était pour moi. Pas qu'elle était une fonction. Elle était bien plus que ça. Mais l'amour, dans sa version quotidienne, celle qui travaille, a aussi cette force-là, il t'aide à te comprendre toi-même. Tu t'habitues à vivre avec un miroir qui te connaît. Quand il disparaît, tu apprends à te tenir autrement. La bouilloire m'attend à l'intérieur. Encore un café. Encore une heure de ce matin clair doux. Puis je dois aller vérifier la clôture au nord du terrain, quelque chose fouille dans le compost. Une bonne vie, à partir de maintenant, ne t'est pas donnée. Elle ne s'hérite pas. Elle n'arrive pas simplement parce que quelqu'un n'a pas réussi à te l'arracher, même si, parfois, c'est là que l'histoire commence. Elle arrive parce que tu décides de la construire. Comme tout ce qui vaut la peine, avec patience, avec attention à ce qui existe déjà, avec respect pour le sol sur lequel tu poses tes fondations. Margaret savait ça. Elle a construit des choses pendant 41 ans. Et quand elle a compris que le temps lui manquait, elle a construit une dernière chose. En silence. Sans demander la permission à personne. Et elle me l'a laissé à découvrir. Je l'ai trouvé. Et chaque jour, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant qu'elle m'ait fait assez confiance pour croire que je serais le genre d'homme capable de venir, de tenir debout, et de faire quelque chose de bon avec ce qu'elle avait laissé derrière elle. Et je crois que cette confiance, plus que la terre, plus que la maison en cèdre, plus que tout le reste, c'est la seule chose que je veux vraiment mériter. Beaucoup passent leur vie à attendre d'hériter de quelqu'un. Ceux qui finissent par avoir quelque chose de vrai, sont ceux qui ont compris, un jour, que la construction leur appartenait depuis le début.